Il y a une phrase qui revient si souvent dans les cercles de politique étrangère en ce moment que les gens ont presque cessé de l'entendre, et elle devrait sincèrement vous terrifier. Une puissance dotée de l'arme nucléaire a déclaré ouvertement et à plusieurs reprises que si elle estimait être en train de perdre une guerre, elle pourrait utiliser des armes nucléaires tactiques. Non pas comme hypothèse, non pas comme expérience de pensée dans un rapport de think tank, mais comme politique affirmée, répétée par des personnes proches de ce gouvernement sur les médias d'État, encore et encore. Et la réponse des capitales européennes en ce moment n'est pas la prudence, c'est l'escalade. Alors retraçons vraiment comment nous en sommes arrivés là, car l'écart entre ce qui se dit publiquement et ce qui se passe réellement sur le terrain est énorme, et presque personne ne relie les points à voix haute. Commençons par la rhétorique, car la rhétorique elle-même est un signal. Récemment, le chef d'État du pays au centre de cette guerre s'est tenu devant des officiers militaires et des forces de l'ordre fraîchement nommés, de jeunes hommes et femmes qui débutent tout juste leur carrière, et leur a dit clairement que le pays devait être prêt à mener une guerre contre l'Europe. Ce n'est pas un lapsus, ce n'est pas une posture destinée à un public national. C'est une déclaration publique délibérée visant à faire comprendre que la direction du pays estime qu'une guerre plus large avec les puissances européennes est une possibilité réelle, qui mérite qu'on y prépare des soldats. Quand un gouvernement dit ce genre de choses à voix haute, dans un cadre formel, devant une salle pleine de caméras, ce n'est pas un accident. C'est fait pour être entendu. Et la réponse européenne à ce type de rhétorique n'a pas été la désescalade, c'est l'inverse. L'Allemagne, en particulier, est devenue la voix la plus agressive d'Europe en ce moment. Et cela vaut la peine de s'y arrêter un instant, compte tenu de l'histoire en jeu. Après la réunification allemande de 1990, il y a eu un engagement explicite donné aux dirigeants soviétiques puis russes, verbalement, et selon de nombreux historiens, dans l'esprit des négociations plus larges, que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est en échange de la réunification pacifique. Cette promesse n'a pas tenu. L'OTAN s'est étendue quand même, à plusieurs reprises au cours des décennies suivantes, vers l'Est, jusqu'aux frontières même de la Russie. Et aujourd'hui, ce même pays qui a le plus bénéficié de cette promesse rompue, le pays qui a obtenu sa propre réunification précisément parce que Moscou s'est retiré, est aujourd'hui à l'avant-garde de la remilitarisation, discutant ouvertement de la perspective d'une guerre avec la Russie comme d'une chose de plus en plus probable, voire inévitable. C'est une ironie historique extraordinaire, et ce n'est pas un détail mineur. La direction allemande d'aujourd'hui pousse vers la posture militaire la plus agressive qu'elle ait adoptée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, parlant ouvertement de confrontation avec une puissance nucléaire, sans, et c'est là le point important, sans aucune explication cohérente de ce à quoi cela mène réellement si les choses tournent mal. Aucune porte de sortie n'est discutée, aucun cadre diplomatique n'est sur la table, seulement un langage qui s'intensifie, des dépenses militaires qui s'intensifient et des provocations qui s'intensifient. Et ce ne sont pas seulement des mots. Sur le terrain, la guerre elle-même est entrée dans une phase où chaque camp fait des choses explicitement conçues pour provoquer chez l'autre une réponse plus importante. Des frappes de drones à longue portée, profondément en territoire russe, touchant Moscou elle-même, frappant des cibles militaires et des infrastructures, se produisent avec ce qui semble être une coordination et un soutien matériel substantiel de la part des principales armées européennes et pas seulement du pays effectivement en guerre. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont tous été liés, directement ou indirectement, à la facilitation de ces frappes en profondeur. C'est une escalade significative par rapport au point de départ de cette guerre. On ne parle plus d'un conflit défensif régional. On parle d'États membres de l'OTAN apportant un soutien matériel à des frappes sur le territoire d'une puissance dotée de l'arme nucléaire, dans une guerre dont leurs propres opinions publiques se sont vues répéter qu'elles n'y seraient pas directement entraînées. Pendant ce temps, le récit public dans la plupart des médias européens en ce moment est que le cours de la guerre a d'une manière ou d'une autre changé, que la dynamique s'est inversée, que le camp défenseur gagne, ou du moins ne perd plus. La plupart des analystes militaires indépendants qui étudient ce conflit de près ne pensent pas que ce soit une image exacte. La réalité sur le terrain, selon la plupart des comptes rendus sérieux, ressemble davantage à une avancée russe continue et coûteuse, l'armée défensive subissant des pertes graves et soutenues, tandis que les frappes de drones sur le territoire russe augmentent en fréquence sans modifier fondamentalement la trajectoire de la guerre. Il existe donc un véritable décalage entre le récit public raconté par les médias occidentaux et ce qui se passe réellement sur le terrain. Et ce décalage compte, parce qu'une opinion publique à qui l'on a dit que la guerre était en train d'être gagnée est bien moins susceptible de soutenir un règlement négocié qu'une opinion publique qui comprend que la guerre est, au mieux, une impasse brutale évoluant dans la mauvaise direction. C'est là que le recul diplomatique devient particulièrement dangereux. Plus tôt cette année, il y a eu une véritable ouverture diplomatique sérieuse.
Une rencontre en face à face entre chefs d'État qui a produit un réel mouvement vers une forme de cadre négocié. Pendant une brève fenêtre, il semblait qu'une véritable porte de sortie était en train de se construire. Puis, lors d'un grand sommet multilatéral peu après, cet élan s'est presque entièrement évaporé. Les mêmes dirigeants qui avaient défendu la voie diplomatique sont revenus à un langage vague et contradictoire, approuvant essentiellement la poursuite du soutien militaire sans aucune théorie claire de la façon dont la guerre se termine, tout en abandonnant la posture diplomatique plus concrète, adoptée quelques semaines auparavant seulement. Ce genre de revirement n'est pas seulement embarrassant, il est dangereux, car il signale à tous les acteurs concernés, y compris Moscou, qu'il n'existe aucun interlocuteur fiable avec qui négocier. Si la position diplomatique change d'une semaine à l'autre en fonction de la pression politique intérieure, pourquoi l'autre camp ferait-il jamais confiance au fait qu'un accord conclu tiendrait réellement? Ajoutons à cela le comportement spécifique des plus petits États qui poussent le plus agressivement vers la confrontation. Les États baltes en particulier, qui ont été parmi les voix les plus fortes à insister sur le fait que les menaces nucléaires venant de Moscou sont vides, que tout cela n'est que du bluff, qu'il n'y a rien à craindre réellement. Cette posture mérite d'être examinée avec attention, car c'est exactement le genre d'excès de confiance qui a précédé des erreurs de calcul catastrophiques tout au long de l'histoire. Des petits États ayant le moins à perdre sur le plan stratégique, géographiquement positionnés en première ligne de tout conflit potentiel plus large, sont ceux qui poussent le plus fort en faveur d'actions provocatrices, sur la théorie que la menace d'escalade est purement rhétorique. C'est un pari énorme à faire au nom de tout un continent, et c'est un pari fait par des gouvernements qui ne subiraient en aucun cas la totalité des conséquences si ce pari s'avérait erroné. Car voici la position réellement documentée de Moscou, affirmée à plusieurs reprises et explicitement, et non simplement déduite. Si la guerre tourne décisivement en leur défaveur, s'il existe une menace réelle et crédible de défaite militaire, l'emploi d'armes nucléaires tactiques redevient, selon leur propre doctrine affirmée, une option sur la table. Et ce ne sont pas seulement des porte-paroles officiels qui disent cela en langage diplomatique soigneusement nuancé. Des analystes et commentateurs de haut niveau, étroitement liés au gouvernement, le genre de voix qui reflète généralement ce que la direction du pays veut réellement faire savoir publiquement, sont devenus de plus en plus ouverts à évoquer ce scénario, presque à le normaliser comme une réponse légitime si la situation militaire se détériore suffisamment gravement de leur point de vue. Réfléchissez à ce que cela signifie réellement en pratique. Vous avez une guerre où un camp affirme publiquement et à plusieurs reprises qu'une défaite sur le champ de bataille pourrait déclencher une escalade nucléaire. Et vous avez l'autre camp, enhardi par le soutien européen, menant des frappes plus profondes sur le territoire même de la puissance nucléaire, frappant directement des hauts responsables militaires par des attaques de type assassinat, agissant comme si cet avertissement n'était pas crédible. C'est une combinaison extraordinairement dangereuse. Il suffit qu'une seule de ces déclarations soit vraie, une seule fois, pour que tout le cadre dans lequel chacun opère s'effondre de manière catastrophique. Et les dirigeants qui prennent les décisions pouvant y mener ne semblent pas saisir pleinement les enjeux. Il y a une sorte de détachement dans la façon dont les hauts responsables de plusieurs gouvernements occidentaux parlent de ce conflit en ce moment, presque comme s'il s'agissait d'une abstraction, d'un exercice stratégique, plutôt que d'une guerre réelle impliquant un risque nucléaire réel. On entend un langage qui minimise la violence, présentant des escalades militaires graves comme des incidents mineurs, comme de légères poussées, comme des mouvements sur un échiquier, plutôt que comme des actions qui tuent de vraies personnes en grand nombre et rapprochent le monde du seul type de conflit qui n'a ni rétablissement, ni reconstruction, ni chapitre suivant. Ce genre de langage n'est pas seulement négligent, il normalise activement un comportement qui devrait être traité comme la chose la plus dangereuse au monde en ce moment. Alors pourquoi cela se produit-il? Pourquoi les dirigeants européens, avec tant d'enjeux directs, leur propre ville, leur propre centre de population se trouvant largement à portée de toute escalade, continuerait-il à pousser dans cette direction plutôt que de reculer? Une partie de la réponse tient à la politique intérieure. Tenir bon face à un agresseur perçu est payant politiquement à court terme. Cela signale force, détermination, leadership. Reculer par rapport à cette posture, admettre que la voie diplomatique était peut-être la plus sage depuis le début, comporte un risque politique que beaucoup de dirigeants ne sont pas prêts à assumer, surtout avec des élections et des codes de popularité à considérer. Une autre partie de la réponse tient également à l'inertie institutionnelle. Une fois que l'on a bâti des dépenses militaires, des contrats de l'industrie de la défense, des engagements d'alliance et une rhétorique publique autour de la confrontation avec une menace particulière, il devient véritablement difficile, politiquement et bureaucratiquement, de revenir en arrière, même lorsque les faits sur le terrain suggèrent que c'est exactement ce qu'il faudrait faire. Mais rien de tout cela ne change le calcul sous-jacent.
Il y a très peu de personnes actuellement en position de pouvoir réel qui traitent cela avec le sérieux qu'exige un véritable risque d'escalade nucléaire. L'infrastructure diplomatique qui existait autrefois précisément pour ce type de crise, canaux de communication directs, cadres de contrôle des armements, protocoles de désescalade de crise construits pendant la guerre froide et son aftermath, s'est gravement érodée au cours de la dernière décennie, précisément au moment où elle est le plus nécessaire. Et dans ce vide, s'est installée une sorte de dureté performative et imprudente de plusieurs côtés, où reculer est traité comme une faiblesse et l'escalade comme une force, presque personne ne posant la question évidente. Que se passe-t-il si cela va réellement aussi loin que ce que disent les personnes qui profèrent ces menaces? La réponse honnête et sobre est que personne ne le sait vraiment, car le monde n'a jamais testé ce qui se passe après l'emploi d'une arme nucléaire tactique dans un conflit européen actif depuis que les armes nucléaires existent. Il n'existe aucun manuel pour ce qui suit, aucun précédent historique sur lequel s'appuyer, aucun moyen de prédire avec confiance si un tel emploi resterait contenu ou basculerait immédiatement vers quelque chose de bien plus vaste, impliquant directement l'OTAN. Les personnes qui poussent le plus fort vers une escalade continue en ce moment font, sciemment ou non, le pari que cela ne sera jamais mis à l'épreuve. C'est un pari énorme à faire au nom de centaines de millions de personnes qui n'ont jamais accepté de prendre ce risque. À quoi ressemblerait un véritable sérieux ici? Cela ressemblerait exactement à ce qui manque actuellement. Une véritable voie diplomatique avec des garanties crédibles des deux côtés. Adoptée non pas comme une opportunité photo ponctuelle, mais comme un processus soutenu, isolé autant que possible du prochain cycle d'actualité ou de la prochaine élection. Cela ressemblerait à des dirigeants occidentaux honnêtes envers leurs propres opinions publiques quant à l'état réel de la guerre sur le terrain, plutôt que de laisser un récit de victoire inévitable étouffer tout appétit pour un règlement négocié. Cela ressemblerait à traiter le risque d'escalade nucléaire comme la contrainte primordiale unique sur toute autre décision, plutôt que comme un bruit de fond sous le langage plus fort et politiquement plus gratifiant de la détermination et de la fermeté. En ce moment, rien de tout cela ne se produit à l'échelle nécessaire. Au lieu de cela, on assiste à une spirale, une rhétorique qui s'intensifie d'un côté, une provocation qui s'intensifie de l'autre, une ouverture diplomatique ouverte puis abandonnée en quelques semaines, et de petits États dotés d'une influence disproportionnée qui poussent le plus fort vers la confrontation, sur la théorie que le pire scénario est purement théorique. C'est précisément le genre d'environnement dans lequel se produisent les erreurs de calcul catastrophiques. Non pas parce que quiconque souhaite nécessairement le pire résultat, mais parce que tous les acteurs impliqués continuent de supposer que ce sera quelqu'un d'autre qui scellera le premier, jusqu'au moment où personne ne le fait. Voilà où en sont les choses aujourd'hui. Non plus une guerre régionale contenue, mais un conflit qui entraîne des couches de plus en plus profondes d'implication directe des grandes puissances. À une seule erreur de calcul sérieuse de quelque chose que le monde n'a pas eu à affronter depuis 80 ans. Et les personnes ayant le pouvoir de ramener cela au bord du gouffre semblent, pour l'instant, bien plus intéressées à paraître fortes qu'à être prudentes. Cela devrait inquiéter tout le monde, quelle que soit votre position sur le conflit sous-jacent lui-même. Car il n'existe aucune version d'une escalade nucléaire en Europe qui resterait le problème de quelqu'un d'autre.